Bon, alors bonjour à tous et à toutes. Désolée pour le petit retard qu'on a eu, un petit souci logistique parce que nous avons changé l'heure au Canada et en Europe, on n'a pas encore changé l'heure et la différence donc est de 5 heures et non pas de 6 heures. Donc on a eu un problème de coordination d'horaire. Mais tout va bien, tous nos intervenants sont là. Et il me fait plaisir, au nom du Centre d'études et de recherche de l'Université de Montréal, de vous convier à cette table ronde sur les réfugiés de guerre en Ukraine. Mon nom est Magdalena Dębińska et je suis professeure au département de sciences politiques et aussi directrice académique du CERIUM. Donc aujourd'hui, on a cru bon quand même d'organiser cette table ronde sur les réfugiés. On parle beaucoup de la guerre en Ukraine, on parle beaucoup des différentes négociations, des bombardements, du drame humain qui se déroule sous nos yeux à distance que nous sommes. Nous voulons aussi porter la focale aujourd'hui sur ces milliers de gens qui sont réfugiés de guerre. Donc, depuis le 24 février, depuis donc l'invasion russe en Ukraine, quelques 3 millions de personnes, d'Ukrainiens, ont fui le pays, et ceci sans compter des milliers de personnes qui sont des déplacés internes, donc à l'intérieur de l'Ukraine. Mais 3 millions d'Ukrainiens ont fui la guerre vers des pays limitrophes. C'est une vraie une crise migratoire qu'on n'a jamais connue. Et c'est dans cette situation que nous aimerions aborder, donc comprendre la situation sur le terrain et aussi comprendre les différents aspects comparatifs régionaux, européens, internationaux de cette crise migratoire. Et c'est dans ce but qu'on a réuni aujourd'hui 3 intervenants, deux journalistes qui sont sur le terrain, qui couvrent l'actualité et cette crise de réfugiés en Hongrie et en Pologne, à la frontière avec l'Ukraine. Donc, il me fait plaisir et je remercie énormément nos journalistes sur place. Patrice Sénécal, qui est journaliste indépendant et correspondant pour Le Devoir et Libération en Pologne. Merci beaucoup d'être là et de nous donner cette heure d'information. Et également Corentin Léotard, qui est rédacteur en chef de Courrier de l'Europe centrale et correspondant en Hongrie pour La Croix et Mediapart. Merci beaucoup. Donc, vous couvrez au quotidien ce drame humanitaire en Hongrie et en Pologne. Comment on va fonctionner, c'est que vous allez commencer on va commencer par vous demander votre présentation, vos présentations respectives sur ce qui se passe sur le terrain. Mais ensuite, je vais inviter notre troisième intervenante, Luna Vives, qui est professeure de géographie et chercheur au CERIUM et qui est spécialiste des questions migratoires et de réfugiés, notamment en Europe, qui va pouvoir non seulement réagir aux propos de nos deux intervenants journalistes, mais aussi peut-être apporter une perspective comparative de ce qu'on voit aujourd'hui. Et donc, sans plus tarder, je vais demander on n'a pas établi l'ordre. Est-ce que c'est Patrice ou Corentin qui commence? À vous de voir. Mais entre-temps, pendant que vous réfléchissez, j'invite nos auditeurs, auditrices à poser vos questions. S'il vous plaît, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet Q et questions et réponses, Q et R, en bas de l'écran. Ne
posez pas la question dans le clavardage, mais vraiment surtout dans le QR. Et c'est dans le QR que le tri des questions, on ne pourra probablement pas répondre à toutes vos questions, mais il y a notre responsable des communications du Cerium, Jean-Frédéric Légaré-Tremblay, qui va trier, rassembler, consolider les différentes questions et les poser à nos intervenants après les présentations, après l'échange entre les invités. Donc, je vous demanderai donc dès maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez tout écrire dans le QR. Merci beaucoup. Et sans plus tarder, donc, je vais donner la parole à, je crois, Patrice. Bonjour, bonjour. Vous m'entendez? C'est bon? Oui, c'est bon. Parfait, super. Bon, ben, merci beaucoup pour l'invitation. Merci Magdalena, merci au Cerium et bonjour à tout le monde. Merci de participer à ce panel sur un sujet très important, évidemment. Moi, justement, comme Magdalena vient de le dire, je couvre la crise depuis la Pologne, donc la Pologne qui a accueilli jusqu'à maintenant près de 2 millions de réfugiés. On parle environ 1,7, 1,8 millions. Donc, c'est vraiment un peu l'épicentre de la crise actuelle des réfugiés, la Pologne qui est un pays frontalier de l'Ukraine. Donc, moi, je pense que je vais commencer un peu par parler de l'aspect humanitaire. Je pense que c'est vraiment l'aspect central. Moi, je suis arrivé dans le fond à la frontière polono-ukrainienne le 24 février, donc le jour qui a marqué le début de l'invasion russe en Ukraine. Donc, j'ai vu les premiers trains arriver en partance d'Ukraine qui arrivaient, par exemple, d'Odessa, de Kiev et de Lviv. Donc, c'était les premiers trains qui arrivaient à Przemyśl, une ville à 15 km de la frontière avec l'Ukraine. Et puis, c'était les premières personnes qui arrivaient, bien, évidemment, ils étaient un peu évidemment épuisés. C'est des gens qui venaient de faire un voyage de près de 10 heures, 12 heures parfois, dans des trains bondés. Donc, évidemment, c'était assez marquant, je pense, choquant de voir tous ces gens arriver un peu du jour au lendemain qui la veille, vivaient une vie totalement normale à leur travail et donc qui se sont réveillés au petit matin du 24 février avec des soldats russes qui bombardaient leur ville. Euh, je pense qu'il faut dire que je pense que c'est un aspect sur lequel il faut insister. Je pense, moi, ce que je vois ces derniers jours, euh, en comparaison avec les premières personnes, les premiers réfugiés qui sont arrivés en Pologne, c'est des gens qui sont de plus en plus désemparés, je pense, contrairement aux premiers réfugiés qui avaient de la famille, des contacts sur qui comptaient au sein de la diaspora ukrainienne en Pologne, qui compte environ 1 million de personnes. Aujourd'hui, je pense que c'est surtout des gens qui ont moins de ressources, moins de capital social, moins de moyens financiers, par exemple, qui ont dû fuir un peu parfois contre leur gré leur pays, qui se dirigent à Varsovie, à Prague, sans vraiment savoir où ils vont précisément. J'ai rencontré à Varsovie, à la gare de Varsovie, une dame, par exemple, qui habitait à Kharkiv, donc une ville de l'Est du pays qui est particulièrement sous les bombes depuis plus de 2 semaines. Et elle, en fait, ce qu'elle expliquait, c'est qu'elle s'est réveillée un matin, à 7 heures du matin, en sortant de l'abri anti-bombe. Et elle a vu que sa maison, en fait, ben, qu'elle n'existait plus, qu'une frappe russe venait de pulvériser une partie de son immeuble. Donc, c'est des gens comme ça, des fois, qui n'ont pas le choix de fuir, qui auraient aimé rester dans leur pays et pas fuir, mais qui ont juste plus de maison, de toit où s'abriter. Donc, je pense que c'est ce qu'on voit ces jours-ci, c'est beaucoup de gens, justement, qui sont plus démunis que les premières personnes, qui ont moins de contacts. Donc, ça ajoute beaucoup, je pense, au drame humanitaire qui se joue en ce moment. Euh, je crois aussi qu'il faut insister parce que face à ce drame humanitaire en Pologne, la société civile s'est massivement mobilisée pour venir en aide à ces réfugiés. Au poste frontière de Medica, quand j'y étais les premiers jours du conflit, donc c'est le poste frontière qui est collé à la frontière avec l'Ukraine. C'était un des principaux foyers un peu de l'exode. Donc, il y avait beaucoup de gens qui arrivaient à pied euh, qui avaient marché parfois plus de 30 kilomètres parce qu'il y avait une espèce de gros embouteillage de voitures à la frontière qui empêchait beaucoup de réfugiés
de parvenir en Pologne. Donc, c'est beaucoup de gens qui arrivaient à pied, parfois avec leurs enfants, avec des grands-parents, qui arrivaient vraiment complètement épuisés. Il y avait beaucoup de citoyens polonais, mais même de citoyens européens qui venaient un peu partout d'Europe, qui venaient de leur propre gré qui venaient en fait en aide à ces réfugiés en donnant de la nourriture, en donnant de, de l'eau, des vêtements. Ça, c'était au moment aussi où il y avait très peu d'ONG à la frontière. Donc, l'aide comptait beaucoup sur justement la solidarité citoyenne. Et il faut dire qu'en Pologne, je ne sais pas si c'est, il faudrait voir avec Corentin si c'est le cas aussi, mais en Pologne, les gens, tout le monde connaît au moins un Polonais ou une personne qui héberge chez elle des réfugiés. Euh, donc, c'est une aide qui est massive au sein de la population. Après, pour ce qui est du gouvernement, le gouvernement polonais a mis en place des structures pour accueillir. Certes, par exemple, avait dit avant le début du conflit, avait disons, chargé les municipalités de cibler des endroits où accueillir des réfugiés. On peut parler par exemple de centres culturels, de hangars. Mais aussi, le gouvernement a rendu accessible en Pologne les trains et transports en commun à tous les réfugiés ukrainiens. Mais il faut dire aussi que le gouvernement est quand même critiqué en ce moment pour sa gestion de la crise en Pologne. Euh, Certains un peu déplorent le fait que le gouvernement se repose uniquement un peu sur les citoyens qui viennent, par exemple, à la gare de Varsovie, offrir des sandwichs, des repas chauds, des vêtements, qui viennent les orienter en traduisant, par exemple, en les orientant à quel train prendre, par exemple. Donc, le gouvernement polonais est appelé à en faire plus, justement, pour faire face à cet afflux. Il y a les grandes villes comme Varsovie et Cracovie, en ce moment, sont dépassées par le nombre de réfugiés. À Varsovie, on compte environ 300 000 réfugiés qui ont été accueillis dans la ville. Donc, on commence vraiment à être au bout de ressources et les limites du bénévolat commencent à se faire sentir. Et aussi, il y a toute la question justement de cette action citoyenne. Combien de temps elle va durer? Parce que souvent, ben, ces gens-là, ces Polonais qui aident, ben, on des vies à côté. On ne pourra pas forcément aider éternellement ces vagues de réfugiés. Donc, l'État vraiment est appelé à en faire plus. À la gare de Varsovie, c'est un bon exemple, justement. J'en parlais justement. Il y a beaucoup de gens qui viennent avec des bénévoles, qui viennent avec leur dossard jaune de leur plein gré. On leur a rien demandé carrément. Et ils viennent juste aider comme ça. Il y a beaucoup, justement, à la gare de Varsovie qui disent, ben, voyez, tous ces vêtements, ces jouets, cette nourriture, ces lits qu'on offre aux réfugiés, ben, ça vient de citoyens. Ce n'est pas l'État qui gère ça alors que la station de train, ben, elle est sous juridiction de l'administration de l'État. Donc, beaucoup de gens qui commencent à appeler justement une action de l'État. Il y a même le maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, qui a appelé notamment le gouvernement à en faire plus et a appelé le gouvernement, si besoin, à faire appel à l'ONU et à l'Union européenne pour faire face à l'afflux. Donc, vraiment, on est dans une situation où des grandes villes comme Varsovie ou Cracovie, vraiment, on commence à être dépassées. Et il faut dire aussi que c'est surtout des jeunes, des femmes et des enfants qui arrivent parce que les hommes ont dû rester en Ukraine pour prêter main forte à l'armée. Donc, c'est beaucoup de femmes et d'enfants, beaucoup d'enfants justement qui doivent continuer à aller à l'école. Donc, en ce moment, il y a beaucoup d'écoles qui tentent de faire de la place dans les écoles pour les accueillir, mais encore une fois, jusqu'où la place n'est pas infinie non plus. Donc, toute la question qui se pose, combien d'enfants on peut accueillir dans les classes? Euh, Aussi toutes ces femmes qui vont s'intégrer sur le marché de l'emploi, comment y faire face? C'est beaucoup de questions qui restent en suspens pour l'instant. Donc, c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens appellent justement à ce que le gouvernement en fasse plus pour accueillir cette vague massive de réfugiés. Donc voilà, je pense que je ne sais pas, j'ai peut-être combien de temps pour l'instant.
Oh, j'entends pas Magdalena. Ça va, Patrice, si vous avez terminé, si vous avez quelque chose à ajouter, de toute façon, dans l'échange par la suite, on pourra compléter. Peut-être on va se tourner vers Corentin pour la situation en Hongrie. Est-ce qu'il y a des différences? Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Oui, il y a des spécificités, mais il y a aussi énormément de ressemblances avec la situation polonaise décrite par Patrice Sénécal. Alors, la Hongrie où je me trouve a accueilli à peu près 300 000 personnes depuis le début de la crise. C'est un peu moins de 10% de l'ensemble des 3 millions de réfugiés qui sont décomptés par l'ONU. Moi, je suis allé à la frontière, non pas le 24 comme Patrice, mais le lendemain du début de la guerre, donc le 25 février, oui, dans un petit poste frontière qui s'appelle Bereg-Chouragne. La Hongrie a une frontière de 100 km à peu près avec l'Ukraine et 4 postes frontaliers. Là où je me trouvais, c'est à la différence d'où était Patrice, c'était pas une voie de passage ferroviaire, donc les gens entraient en voiture ou à pied. Donc quand je suis arrivé le vendredi 25, je me suis d'abord arrêté dans le petit village qui fait la frontière et les gens m'ont dit depuis hier on voit passer des milliers de gens. Hier on voyait beaucoup de familles au complet et aujourd'hui il n'y a plus que les femmes et les enfants. Parce que le matin même venait d'être mise en place la conscription qui empêchait tous les hommes en âge de combat de 18 à 60 ans de quitter le territoire. Et je veux dire que c'est vraiment la première chose qui frappait en arrivant à la frontière, c'est qu'il n'y avait pas d'hommes qui passaient. J'ai vu exactement le même phénomène que Patrice, c'est que dans les premiers jours, les gens qui arrivaient, c'était des gens qui étaient clairement de la classe aisée, qui avaient des moyens, des ressources, un gros capital culturel et qui, vraiment, ce qui est le plus important, c'est qu'ils avaient un point de chute. Ils savaient où ils allaient. Ils allaient où en République tchèque, où il y a déjà beaucoup de travailleurs ukrainiens, en Pologne, en Allemagne, et aussi un petit peu partout ailleurs en Europe. Souvent, ce qui se produisait, c'est que c'était des gens de la famille qui se faisaient récupérer en voiture à la frontière. C'est-à-dire qu'il y a une flotte de toute la diaspora ukrainienne s'est lancée sur les autoroutes vers l'Est pour récupérer leurs proches qui arrivaient aux frontières de l'Ukraine. Bon, ça n'en restait pas moins très dur dans le sens où voilà, les gens qu'on voyait arriver à la frontière, ils venaient de dire au revoir les enfants à leur père et les femmes à leur mari. Donc c'était des situations qui étaient… Enfin, les gens avaient beaucoup de mal à parler sans pleurer. Donc c'était humainement très, très, très difficile à vivre. Pour eux, ce qui se passait, c'est que ils avaient souvent voyagé pendant 10, 20 ou 30 heures en voiture. Ils s'étaient fait déposer à la frontière par le père de famille qui devait rebrosser le chemin et repartir dans la guerre et qui laissait les femmes et les enfants traverser à pied et qui attendaient donc à la frontière d'être récupérés par des proches qui allaient les emmener ailleurs en Europe. Donc voilà, ça c'était vraiment les choses les plus frappantes que j'ai observées les premiers jours. Ensuite, il y a une dimension plus spécifique à la Hongrie, c'est que dans ce flot de réfugiés, il y avait une partie non négligeable, minoritaire mais non négligeable, de Hongrois de Transcarpathie. C'est d'Hongrois qui vivent dans la minorité hongroise d'Ukraine, juste de l'autre côté de la frontière. Alors eux, à la différence des Ukrainiens, même les hommes pouvaient sortir parce qu'ils bénéficient du passeport hongrois. Budapest a largement distribué les passeports dans les pays limitrophes, ce qui permettait aussi aux hommes de quitter le pays. Ils n'avaient pas très envie d'être enrôlés dans l'armée ukrainienne parce que bon, traditionnellement, ils vivent plus quand même à l'heure de Budapest qu'à l'heure de Kiev. Pour le dire très rapidement, cette guerre, ils considèrent qu'elle n'est pas la leur. Ce qui fait que voilà, il y a aussi beaucoup de familles hongroises qui quittaient l'Ukraine et qu'on comptait dans le flot de réfugiés. Par la suite, et aujourd'hui, depuis déjà presque 2 semaines, le gros des gens arrivent par train. Et j'ai pu les voir. Et en fait, voilà, tout est en train de se jouer surtout dans les gares budapestoises où arrivent les trains de la frontière. Il y a la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, pendant plusieurs jours,
c'était essentiellement des étudiants africains qui arrivaient. C'était vraiment extrêmement frappant. Donc voilà, on s'attend à voir arriver des familles de réfugiés ukrainiens. Et voilà, pendant plusieurs jours à Budapest, c'était essentiellement des Nigérians, des Ghanéens, des Irakiens, des Indiens aussi beaucoup, qui étaient tous étudiants en Ukraine, souvent en médecine à Kiev ou Kharkiv, et qui voilà, du jour au lendemain devaient faire faire comme toute la population ukrainienne et refluer vers l'ouest du pays pour essayer d'en sortir. Et je dois dire qu'ils ont été très bien accueillis et pris en charge exactement au même titre que les familles ukrainiennes. Et je tiens à le souligner parce que c'est pas évident quand on se souvient que voilà, Viktor Orban, la Hongrie, c'est le pays de Viktor Orban qui reste quand même dans la mémoire collective comme celui qui a dressé une clôture contre les réfugiés en provenance du Moyen-Orient il y a 7 ans, en 2015. Et maintenant, voilà, je le vois aussi comme Patrice, que les gens qui arrivent depuis maintenant une semaine dans les gares sont essentiellement des familles qui sont beaucoup plus désœuvrées, qui souvent ne parlent rien d'autre que l'ukrainien ou le russe, qui ne savent pas où elles vont et qui parfois ne savent même pas où elles arrivent, qu'ils sont à Budapest. Et là, c'est beaucoup plus difficile à prendre en charge. Il y a eu, comme dans tous les pays limitrophes et dans tous les pays de l'Union européenne, il y a eu vraiment un branle-bas de combat et une vague de solidarité qui s'est manifestée vis-à-vis des réfugiés ukrainiens. Jusqu'à aujourd'hui, c'est essentiellement, comme en Pologne, grâce au bénévolat, à la bonne volonté des gens, que les choses tiennent. Des gens qui accueillent voilà, chez eux, dans les familles. Mais il faut dire aussi que voilà, la Hongrie a été encore, jusqu'à récemment, était encore essentiellement un pays de transit où les gens s'arrêtent quelques jours avant de repartir, parfois en Pologne, en Tchéquie ou en Allemagne ou ailleurs en Europe, là où il y a la famille, où il y a un point de chute. Avec ces réfugiés qui arrivent depuis quelques jours et qui sont vraiment beaucoup plus désœuvrés, va se poser vraiment la question de l'accueil et pas seulement de la logistique du transit. Et de l'accueil de long terme. Et là, il va falloir vraiment voir quels sont les moyens que l'État est capable de déployer pour scolariser les enfants, accueillir les gens sur le long terme, insérer les gens dans le monde du travail et dans la société hongroise, ce qui est beaucoup plus difficile que dans le cas de la Pologne, parce qu'il n'y a pas les liens familiaux, les liens culturels entre la Hongrie et l'Ukraine sont assez ténus, la langue est absolument différente. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'Ukrainiens qui vont être amenés à rester à long terme en Hongrie. Ça va dépendre aussi en bonne partie de la volonté de l'État. Viktor Orban très tôt s'est prononcé en faveur de l'accueil des réfugiés et a vraiment demandé à la population de faire preuve de générosité et d'entraide avec les réfugiés. Un numéro national a été mis en place pour faire appel aux donations et Orban lui-même en a fait la publicité. Ça tranche évidemment énormément avec ce qui s'est passé en 2015 quand Orban avait dressé une clôture de barbelés contre les réfugiés et avait développé toute une rhétorique xénophobe qui en a fait depuis un héros de l'extrême droite, des extrêmes droites occidentales, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe. Là, très tôt, il a compris l'émotion qui avait été suscitée par cette guerre et voilà, s'est mis en colombe de la paix et prône l'accueil vraiment sans ambiguïté, tout en ne désavouant pas sa politique d'il y a 7 ans quand il explique qu'on sait très bien faire la différence entre un migrant et un réfugié. Des réfugiés, ce sont des familles, des femmes et des enfants qui arrivent du pays voisin qui est en guerre, et des migrants, ce sont des jeunes hommes qui arrivent de très loin pour trouver un avenir meilleur. Voilà, c'est comme ça qu'il avait expliqué les choses et qui justifie sa main tendue à l'heure actuelle. Pour compléter aussi ce qu'a dit Patrice, voilà, je voudrais
je voudrais aussi souligner le fait que l'accueil voilà, des bénévoles est très beau. Ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a vraiment, il y a vraiment une telle levée en masse des citoyens pour venir en aide aux réfugiés. Mais il y a quand même quelque chose qui est vraiment pas pris en compte, c'est l'aide psychologique aux gens qui arrivent. J'ai vu beaucoup de gens qui arrivaient en état de sidération totale, c'est-à-dire qui étaient pratiquement incapables de retracer leur parcours, de dire d'où ils venaient et de faire preuve de cohérence dans leurs propos. C'était clairement des gens qui étaient en état de choc et de sidération et qui ont besoin d'aide psychologique dans les plus brefs délais afin que ça ne laisse pas trop de traces tout le reste de leur vie. J'ai eu par exemple un étudiant ghanéen qui était étudiant à Donetsk et qui avait laissé son frère sur place, qui n'avait pas cru à la guerre comme tout le monde, et qui se retrouvait piégé à Donetsk sans pouvoir en sortir. Et voilà, son frère qui arrivait à Budapest et qui a laissé sa famille derrière lui et qui était complètement perdu, parce que dans l'exode, il a aussi perdu ses amis. Qui ne savait pas où il se trouvait. Bon, il était clairement en détresse psychologique, et là, il n'y a rien qui est proposé. Je ne sais pas si c'est la même chose dans les pays, en Pologne ou dans les pays voisins, mais j'imagine que l'aide psychologique est quelque chose qui est vraiment qui pêche énormément. Voilà, donc c'est à peu près ce que je pouvais vous dire de la situation en Hongrie, qui pour le moment, voilà, pour résumer, tient grâce à la bonne volonté des citoyens, mais vraiment, pour le moment, la Moldavie et la Roumanie semblent vraiment être les pays qui doivent faire face au plus fort afflux en ce moment de gens qui refluent du sud du pays, d'Odessa et de Mariupol, là où les offensives russes sont les plus violentes à l'heure actuelle. La Roumanie et la Moldavie vont avoir un besoin extrêmement urgent d'une aide européenne très massive, et la Hongrie aussi, si jamais l'armée russe intensifie, accélère sa progression dans le pays. Oui, merci beaucoup. Merci aussi d'avoir mentionné la Moldova et la Roumanie, parce que effectivement, ce sont des pays qui reçoivent beaucoup de personnes déplacées et qui, rappelons-le, Moldova, c'est le pays le plus pauvre ou un des plus pauvres de l'Europe et reçoit énormément per capita. Je pense que c'est là que il y a l'afflux le plus important de migrants en ce moment. Donc, je rappelle pour ceux qui viennent de se joindre à nous, peut-être qu'on vient d'entendre nos deux journalistes sur le terrain, Patrice Sénécal et Corentin Léotard. Et maintenant, j'aimerais inviter Luna Vives, qui est professeure au département de sciences sciences politiques, de géographie, pour réagir et peut-être amener une perspective donc comparative à cette crise à laquelle on fait face aujourd'hui. Oui, merci. Merci pour l'invitation. C'est vraiment un privilège aussi d'être dans cette table ronde avec Corentin et Patrice qui sont sur le terrain. Évidemment, ma perspective est très différente. Je suis ici en tant que spécialiste de la migration vers l'Union européenne, et dans mon travail, j'essaie de comprendre ce qui se passe quand les familles arrivent à la frontière. Alors, aujourd'hui, évidemment, je vais me pencher sur la situation en Ukraine, et je vais des fois répéter un peu, mais mon objectif, c'est de compléter ce que Patrice et Corentin ont dit. Je veux parler brièvement sur qui quitte les pays, dans quelles conditions et vers quelle destination. Je vais aussi placer cet exode dans une perspective plus large, plus globale, pour voir en quoi il ressemble des autres crises humanitaires actives ailleurs dans le monde. Et enfin, je vais proposer 5 actions que les États devraient mettre en place pour protéger les personnes contraintes de quitter l'Ukraine, des mesures qui pourraient être implémentées plus largement. Alors, pour commencer, qui quitte l'Ukraine, ici je me répète, on parle déjà des 3 millions de personnes dans 3 semaines, c'est énorme. Ce sont principalement, comme Corentin a dit, des femmes et d'enfants, parce que les hommes entre 18 et 60 ans sont interdits de quitter les pays en vertu de la loi martiale. Environ 1 800 000 d'entre elles ont traversé la frontière avec la Pologne, et un nombre moins important s'est rendu
en Hongrie, mais aussi en Slovaquie, Moldavie et Roumanie. D'autres encore ont franchi la frontière avec la Russie et la Biélorussie en cas de sécurité. Ces personnes partent en train, en voiture ou en bus, car l'espace aérien ukrainien est fermé aux vols commerciaux depuis le 24 février. Alors, comment ces chiffres s'inscrivent-elles dans le contexte mondial? La population de réfugiés ukrainiens, il faut le savoir, n'est pas les groupes de réfugiés les plus nombreux dans le monde. On a presque 7 millions de réfugiés syriens, en plus de 6 millions à l'intérieur de la Syrie. On a 5 millions de réfugiés vénézuéliens qui vivent hors de leur pays. Là, on parle de 15% de la population du pays, en plus de 2 autres millions déplacés à l'intérieur. Et on a aussi plus de 2,5 millions de réfugiés afghans dans le monde, en plus de 3,5 millions déplacés à l'intérieur. Dans d'autres mots, les Ukrainiens joignent une population croissante de personnes déracinées par la guerre, la persécution politique et d'autres risques pour leur vie. Ce qui est exceptionnel dans ces cas est la rapidité fulgurante avec laquelle ils ont joint cette regrettable liste. Comme dans ces autres crises humanitaires, je pense qu'il faut éviter de parler des crises de migration ou des crises de réfugiés. Moi, je préfère parler des crises humanitaires. La grande majorité des Ukrainiens s'installent, au moins pour le moment, dans les pays voisins où ils peuvent rester à proximité de leur pays, d'autres réfugiés ukrainiens et attendre s'ils veulent aller ailleurs. Enfin, comme dans d'autres crises humanitaires, nous pouvons nous attendre à ce que les conséquences durent des années, voire des décennies. Et c'est pour cela que nous devons penser aux solutions, nécessairement partielles, à court, à moyen et à long terme, et saisir cette opportunité, cette sympathie de la population et cette attention des médias pour trouver des solutions durables pour renforcer le système de protection internationale pour ceux et celles forcés à quitter leur pays. Alors, c'est sur ça que je vais me pencher pendant le reste de ma présentation aujourd'hui, de mon intervention aujourd'hui. Et les 5 actions que je vais proposer ne sont pas en liste d'importance. C'est important. Alors, la première action, c'est de continuer à activer des corridors humanitaires pour évacuer les civils hors du pays et pour faire rentrer l'aide humanitaire en Ukraine. Même dans les guerres, il y a des règles et l'obligation de protéger les civils et les travailleurs humanitaires est bien observée dans les droits internationaux. Alors, il faut continuer à demander que la Russie permette l'évacuation des civils et l'entrée de l'aide humanitaire. Deuxième action, c'est protéger les enfants. La moitié de ces 3 millions de personnes qui ont quitté l'Ukraine sont des enfants. Là, on trouve plus de 100 000 orphelins qui étaient institutionnalisés avant l'invasion. Plus, on a aussi ceux et celles qui ont perdu leurs parents dans la guerre actuelle. Et aussi ceux et celles qui ont été séparés de leur famille et traversent la frontière sans parents ou proches. Dans les chaos qui règnent à la frontière, UNICEF et autres organisations en Slovaquie et en Hongrie ont signalé déjà des disparitions et des cas de trafic d'enfants. La protection de ces enfants doit être une priorité absolue. Troisième action, il faut éliminer les obstacles auxquels les citoyens et les citoyennes d'autres pays et même certains Ukrainiens font face. On a parlé ici, Corentin a parlé des étudiants internationaux originaires de l'Inde ou de l'Afrique qui n'ont pas été autorisés à quitter les pays ou à monter dans les trains qui quittaient les pays. Il a aussi mentionné qu'il y a des gens qui ont été accueillis en Hongrie. On a aussi d'autres exemples. Les personnes roms ukrainiennes nées en Ukraine et dans leur grande majorité des Ukrainiens citoyens, mais qui n'ont pas toujours des passeports, font l'objet d'un racisme systémique et institutionnalisé, tant en Ukraine que dans les pays voisins et ailleurs dans l'Union européenne. Souvent, ils ne peuvent pas quitter le territoire de l'Ukraine. Un autre exemple qui n'a pas reçu beaucoup d'attention est celui des personnes fuyant d'autres pays en guerre qui se trouvent en Ukraine. Il y a quelques mois à peine, nous avons entendu parler des ressortissants syriens et afghans qui tentaient de franchir la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. La réponse généreuse de la Pologne à l'égard des réfugiés ukrainiens contraste fortement avec la violence qui sévit à la frontière
avec la Biélorussie, où la Pologne a fait des efforts extraordinaires pour renvoyer les demandeurs d'asile syriens et afghans. Certaines de ces personnes n'ont jamais quitté la région. Elles sont maintenant coincées entre les marteaux et l'enclume, ayant quitté un pays en guerre, s'étant retrouvées piégées dans un conflit entre la Biélorussie et la Pologne et le reste de l'Union européenne, et maintenant étant dans l'impossibilité de quitter l'Ukraine. Je partage ces expériences avec vous pour souligner que la situation n'affecte pas seulement aux citoyens ukrainiens, mais qu'il faut ouvrir la frontière à tous et à toutes, indépendamment de la citoyenneté ou du statut juridique des personnes. En passant, il faudrait aussi penser à la création de mécanismes de protection pour les citoyens et citoyennes de la Russie et de la Biélorussie qui s'opposent à cette guerre et qui subissent les conséquences. Quatrième action, il faut aussi offrir une protection permanente à ces personnes qui quittent l'Ukraine et qui n'auront pas, comme Patrice a dit, ni un chez lui auquel rentrer, ni un travail pour retourner, ni des écoles dans leur quartier, ni des hôpitaux, ni de rues passables, ni de sécurité. Et c'est là pendant on ne sait pas combien de temps. Ici, je veux être claire. La protection temporaire offerte à ces réfugiés est comparativement très généreuse et elle a été mise en place avec une rapidité sans précédent. Par exemple, en Espagne, aujourd'hui, un ressortissant ukrainien peut s'attendre à voir sa demande de statut de protection temporaire examinée en 24 heures, contre les 2 ou 3 ans que nous avons vus pour les réfugiés syriens dans les pays. Au Canada, l'autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine permet aux Ukrainiens fuyant la guerre de venir au Canada s'ils ont un visa et de demander un statut de protection temporaire, et cela sans limite dans le nombre de personnes qui pourraient venir. Il faut célébrer ces initiatives, mais elles ne donnent pas une protection permanente, c'est une protection temporaire. Et si nous parlons de 2 ou 3 ans, après lesquels on ne sait pas très bien ce qui va se passer avec ces personnes. Il y a une autre chose à tenir en considération. La réponse aux événements migratoires sont toujours profondément imbriquées dans des calculs politiques. C'est pour cela que nous devons demander des solutions permanentes pour la protection de ces réfugiés et aussi de rendre ces solutions accessibles à d'autres groupes de personnes se trouvant dans des situations similaires comme les Afghans fuyant le régime taliban. Pour être clair, mon argument ici n'est pas que les Ukrainiens ne méritent pas l'élan de soutien et de solidarité qu'ils ont reçu. Bien au contraire, je soutiens qu'ils méritent une protection encore plus complète et plus permanente. Aussi, la réponse à la crise humanitaire actuelle devrait être considérée comme un modèle à suivre et à améliorer pour protéger toutes les personnes déplacées par la guerre. Ma dernière proposition, et avec ça je termine, porte sur les moyens et le long terme. Ici, je m'éloigne un peu du terrain, de la situation actuelle. Les conflits actuels auront un impact certain sur les prix des denrées alimentaires dans le monde entier, et en particulier dans les pays les plus pauvres qui dépendent des exportations en provenance de l'Ukraine. Ici, on parle principalement du blé et de l'huile de cuisson. Une augmentation des prix des aliments aura bien sûr pour effet d'accroître l'insécurité alimentaire dans le monde, mais elle aura également des répercussions sur la stabilité politique des gouvernements déjà au bord du gouffre. Pour contexte, l'augmentation des prix des aliments en 2007 est l'une des causes incontestées du printemps arabe de 2011, qui est bien sûr liée à d'énormes déplacements de populations à travers l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Alors, il faut chercher les moyens pour, d'un côté, prévenir autant que possible l'augmentation du prix de la nourriture liée à ces conflits, et d'un autre, les moyens pour minimiser l'érosion des systèmes démocratiques pour s'attaquer dès aujourd'hui à des crises humanitaires susceptibles de se produire dans les prochaines années. Enfin, nous sommes confrontés à une réalité dure, celle de la guerre et de la souffrance qu'elle cause toujours, mais il y a des choses que nous pouvons demander à nos gouvernements, et ici je pense surtout au gouvernement canadien, de faire. La crise humanitaire en Ukraine est sans précédent par sa rapidité, mais elle n'est pas la première et elle ne sera pas la dernière non plus.
C'est pour cela que nous devons dès maintenant considérer les actions à mener à court, moyen et long terme pour minimiser les pertes et les coûts humains. Évidemment, ma perspective est très différente de la perspective des Corentins et des Patrice qui sont sur le terrain, mais j'espère qu'elle complète un peu. Magdalena m'a invité à finir mon intervention avec quelques questions pour les journalistes qui sont sur le terrain. Alors, je vais le faire très rapidement pour ne pas prendre trop de temps pour les questions du public. J'ai deux questions pour vous deux, et peu importe qui va répondre à mes questions. Une question, c'est alors, c'est qui reste, à part les hommes qui ne peuvent pas quitter les pays? C'est qui reste dans l'Ukraine? Comment est-ce que vous pensez, parce que vous êtes sur le terrain, comment est-ce que vous pensez que les profils des gens qui quittent l'Ukraine pourraient changer? Vous avez parlé de différences dans 3 semaines, c'est qu'il y a une période très courte. Comment est-ce que vous pensez que ça pourrait changer dans les semaines à venir? Aussi, Corentin, tu as mentionné les besoins des soins psychologiques comme un besoin criant actuellement entre ceux et celles qui quittent les pays. Est-ce qu'il y a d'autres besoins de ce type criant qu'on ignore un peu dans cette réponse d'urgence qu'il y a maintenant? Et avec ça, je termine une autre fois. Merci au sérieux à Magdalena pour m'inviter à faire partie de cette table. Merci beaucoup. Merci, Luna. Donc, peut-être on pourrait tout de suite aller à Patrice et Corentin pour répondre aux questions ou réagir à la présentation de Luna avant de prendre les questions du public. Et j'en profite pour… on a des questions déjà dans le Q&R, mais je vous invite tous et toutes à les écrire et Jean-Frédéric Légaré-Tremblay va se faire un plaisir de relayer ces questions à nos intervenants. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, écrivez dans Q&R et entre-temps, Corentin, Patrice, qui veut répondre en premier? Oui, Patrice? J'ai peut-être essayé pour la première question, en fait, comment le profil des gens, des réfugiés pourrait changer. C'est clair, en fait, je pense que c'est difficile à dire de faire un peu un pronostic ou de prédire comment le visage de l'Exode va changer. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que depuis 3 semaines, puis comme Corentin l'a dit aussi, justement, on a quand même vu une évolution assez considérable. Aussi, de mon côté, dans les premiers jours, on voyait beaucoup justement de femmes et d'enfants. Après 3-4 jours aussi, comme Corentin, j'ai vu beaucoup de gens, d'étudiants étrangers non européens qui venaient du Nigeria, beaucoup aussi d'Asie du Sud et d'Afrique justement, qui venaient et qui parfois disaient avoir fait face à la discrimination à la frontière. Donc, vraiment, on a vu ces 3 semaines à la fois des gens qui avaient les moyens, les ressources de trouver un toit pour s'abriter en Pologne ou ailleurs en Europe. Après, on a vu beaucoup justement d'étudiants, jeunes étudiants qui venaient de pays d'Afrique. Et ensuite, comme Corentin et moi, on l'a constaté, c'est beaucoup de gens maintenant qui sont encore plus désespérés, qui proviennent de régions fortement bombardées, que ce soit Kharkiv ou même… donc, en fait, je pense que comment ça pourrait évoluer, c'est que des gens encore plus désespérés qui viennent, par exemple, de Mariupol ou peut-être d'Odessa si l'attaque russe se confirme sur la ville. Donc, je crois que ça va aller en crescendo, que la détresse va être encore plus prononcée si la violence continue d'être aussi féroce. Donc, malheureusement, je pense que pour les prochains jours à venir, je pense on va encore voir beaucoup de gens qui sont désespérés, qui sont complètement démunis. Moi, c'est la manière avec laquelle je la vois. Je ne sais pas, Corentin, comment tu vois les choses dans les jours à venir, mais
en tout cas, de ce que je voyais à la gare de Varsovie avant-hier, c'est que clairement, c'est des gens qui sont clairement sans ressources et qui sont aussi, qui viennent de régions parfois où le salaire minimum est très, très faible. Donc, c'est des gens qui sont à la fois démunis par la guerre, mais aussi démunis financièrement. Oui, je suis bien d'accord avec ça. C'est vrai que 3 millions de personnes comme ça en exil en si peu de temps, c'est énorme. Mais le flux arrivait quand même de manière assez continuelle, ce qui permettait au pays d'absorber petit à petit les gens qui arrivaient. Ce qui risque de se produire, la situation peut être bien pire que celle-ci. La situation peut être telle que dans quelques jours, quelques semaines, les pays riverains frontaliers seront engorgés, les capacités d'accueil hôtelières, par exemple, et qu'on ait subitement des afflux de colonnes de réfugiés via les couloirs humanitaires. Qui pourrait arriver par dizaines de milliers en quelques heures de Mariupol ou d'Odessa si un siège est mis en place par l'armée russe autour d'Odessa. Et là, c'est vraiment en quelques heures des arrivées extrêmement massives à laquelle les États, là je parle pour la Moldavie, la Roumanie et la Hongrie, ne sont absolument pas prêts. Ça c'est clair et net. C'est pour ça j'espère que l'Union européenne a des plans d'urgence dans ses cartons, sinon il pourrait y avoir vraiment des drames humanitaires sur le sol de l'Union européenne, y compris. Sachant que, comme le dit Patrice, les gens qui pourraient arriver comme ça via des vagues massives seront des gens qui auront connu plusieurs jours ou plusieurs semaines de sièges, de bombardements intensifs, ce qui n'est pas encore le cas de la majorité des gens qui arrivent à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est des gens qui vont arriver traumatisés, avec besoin d'aide psychologique et qui arriveront sans rien, avec un sac à dos sur le dos, pour qui il va falloir tout faire et tout reconstruire parce qu'ils ne rentreront pas dans leur pays de sitôt. Donc je dirais que malheureusement, j'ai peur que là, on arrive peut-être aux limites d'une première phase qui était gérable, qui a montré l'humanité des pays récepteurs et qui a permis aux gens de bénévoles de venir en aide à d'autres. Ce qui a été vraiment bien monté en épingle et à juste titre, hein, je dirais dans les médias. Mais j'ai peur que la situation puisse être bien plus dramatique dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Et bien sûr, ça ne résout pas la question de l'accueil sur le long terme des populations. Peut-être que je fais un dernier ajout. Ce que je voyais parmi ces questions, la question du statut, par exemple, en Hongrie, mais c'est le cas dans les autres pays, les Ukrainiens entrent avec leur seul passeport dans l'Union européenne. Ils ont droit à 90 jours de présence sur le sol européen. Donc, pour le moment, la question du statut de réfugié ou autre ne s'est pas posée. On sait que l'Union européenne a porté cette limite de 90, a doublé la limite, est passée de 3 à 6 mois pour avoir le temps de se retourner et de réfléchir aux statuts qui vont pouvoir être octroyés aux Ukrainiens. Pardon, j'anticipais sur une question. Merci, merci beaucoup. Moi, j'avais justement cette question sur les papiers aussi, sur les questions de l'intégration sur le marché de l'emploi. Mais si je comprends bien d'ici, c'est que ces réfugiés-là, ou en tout cas ces personnes migrantes ou les Ukrainiens qui fuient la guerre, ils pensent encore, ils espèrent encore, et vous me corrigerez, pouvoir retourner dans leur pays à un moment donné. Donc, eux-mêmes, ils ne pensent pas en termes de long terme. Est-ce que selon vous, c'est ça? Mais à la fois, les gens qui arrivaient 2 jours plus tôt, ils n'imaginaient pas une seule seconde devoir partir de chez elles. Et ça, c'est vraiment quelque chose de frappant et qui est très relié dans la presse et qui fait aussi qu'il y a ce tel sentiment de solidarité qu'on n'a pas ressenti de la même façon pour les Syriens alors qu'ils vivaient la même chose. C'est qu'on comprend que pour eux aussi, la guerre était absolument inenvisageable.
et qui sont, voilà, qui sont partis du jour au lendemain avec un sac à dos, une valise, voilà, et qui ont tout perdu. Alors, évidemment, quand on les voit arriver dans cet état souvent de détresse ou de dénuement, ou tout au moins d'angoisse, ce qu'ils disent, mais c'est aussi, je pense, quelque chose qu'ils se disent pour tenir, c'est on va revenir aussitôt que possible. Mon mari qui a dû repartir à Kiev va sans doute essayer de nous retrouver dans quelques jours. Bon, ça, il faut faire la part des choses ensuite entre ce que disent les gens et leurs convictions intimes. Oui, évidemment, les Ukrainiens qui partent, ils ne le font pas de gaieté de cœur, exactement comme les Syriens plus tôt, et ils sont patriotes, et ils sont partagés entre différents sentiments de culpabilité de devoir abandonner leur pays, et peut-être une mère, une grand-mère ou un mari qui doivent rester sur place. Et évidemment, il est plus facile pour eux, et je pense qu'il est plus facile pour eux de penser que tout ça va durer quelques jours, quelques semaines, et qu'ils pourront rentrer rapidement. Même si les combats cessent prochainement, reconstruire va être très long, très difficile, et c'est peu probable que la plupart des gens qui ont quitté le pays puissent rentrer à court terme chez eux. Merci. Et peut-être pour rebondir sur l'aspect du statut dont on parlait juste avant, en Pologne, le gouvernement a aussi adopté un projet de loi, je pense que c'était samedi, ça passe au Parlement, qui justement permet de légaliser le séjour des Ukrainiens en Pologne pour au moins 18 mois. Donc, ce projet de loi-là pourra aussi être renouvelé au-delà des 18 mois, puisque ça veut dire aussi que les Ukrainiens auront droit, comme les Polonais, à des services de santé et au marché du travail, et les enfants ukrainiens aussi auront droit d'aller à l'école en Pologne. Donc, ce projet de loi qui est mis en place, c'est encore tout frais. Donc, on va voir un peu dans les prochains jours. Je pense que beaucoup de gens d'Ukrainiens vont se masser, puis c'est déjà le cas en fait, pour aller faire leur permis de résidence en Pologne. Et pour ce qui est de la question de ces Ukrainiens qui décident ou non de rester, pour l'instant, moi, j'ai parlé à beaucoup de gens justement qui disaient vouloir repartir en Ukraine quand la guerre sera finie, mais encore une fois, c'est toute l'incertitude qui demeure. Combien de temps la guerre va durer? Est-ce qu'on parle de semaines, de mois? C'est tellement incertain comme situation. Puis aussi, ces gens-là qui disent vouloir retourner, est-ce que dans quelques semaines, en voyant que leur ville ou leur localité a été complètement détruite, est-ce qu'ils vont changer d'idée après un certain temps? Moi, j'ai parlé à des gens qui, justement, disaient ne pas vouloir repartir en Ukraine après parce que leur ville est complètement, qui venait par exemple de Kharkiv, et leur ville est complètement détruite maintenant. Donc, à quoi bon retourner dans un pays où sa maison n'existe plus? Donc, c'est des situations qui peuvent survenir et qui pourraient s'accélérer, on peut dire, dans les prochains jours. Donc, c'est tellement incertain comme situation. Franchement, c'est difficile à dire. Ouais. Merci. Oui, Luna. Oui, je voulais seulement ajouter que les réfugiés, presque par définition, veulent toujours rentrer chez eux. Moi, j'ai rencontré des Juifs séphardis qui ont toujours les clés de leur maison. Ça, on parle du 16e siècle, qui ont été expulsés de l'Espagne. Alors, moi, je pense que cette envie, cette attente de rentrer chez eux, ça fait partie de l'expérience. Moi, il y avait une question dans les questions sur les statuts. Pourquoi on utilise les mots réfugiés? Et moi, je voulais répondre à cette question. Les gens qui quittent un pays en guerre parce que leur vie est en danger sont par définition des réfugiés. Après, il y a la question du statut des réfugiés, le statut légal comme réfugié. Normalement, ça prend des années pour avoir une décision. Mais dans la langue normale de tous les jours, ces personnes rentrent dans la définition de réfugiés. C'est pour ça qu'on peut les utiliser dans les interventions qu'on a partagées ici. Ces gens vont avoir, au moins dans le contexte de l'Union européenne,
une protection temporaire. C'est remarquable que c'est la première fois que l'Union européenne a activé les mesures de la directive de protection temporaire. Là, après ça, c'est vrai, il va falloir attendre le statut de réfugié. Les gens qui quittent l'Ukraine ont de bonnes chances d'être considérés par les pays comme des réfugiés de prima facie, c'est-à-dire que seulement pour les faits de venir dans le pays, leur dossier ne va pas être examiné avec la même attention. On peut dire, OK, cette personne vient de l'Ukraine, habitait dans l'Ukraine pendant l'invasion russe. On ne va pas gaspiller des ressources pour faire une évaluation du dossier. On va accepter toutes les personnes qui étaient dans cette circonstance. On va leur donner le statut de réfugiés. Ces personnes ont de bonnes chances de rentrer dans cette catégorie. Je voulais seulement clarifier ça parce qu'il y avait une question. Oui, merci beaucoup. Merci Luna pour la clarification. Je pense que c'est important. Et je vais me tourner tout de suite à Jean-Frédéric qui prend ces questions dans le Q&R et qui va nous les organiser. Jean-Frédéric, est-ce que tu peux nous relayer les choses, s'il te plaît? Oui, très bien. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Merci au public pour ces questions et merci d'avoir déjà entamé les réponses. Ça clarifie déjà les choses. La première question qui a été posée au début, vous y avez répondu tous bien, mais il y a peut-être des précisions qui seraient intéressantes d'apporter. On vous demande comment s'organise l'aide, qui fait quoi entre les gouvernements, HCR, organisations internationales, gouvernementales, non gouvernementales, société civile. Vous avez très clairement répondu sur l'aspect citoyen, sur l'accueil citoyen, aussi sur les gouvernements, mais pour les organisations internationales, non gouvernementales ou gouvernementales, est-ce que vous voyez beaucoup ces organisations aussi sur le terrain s'activer, se mobiliser? Est-ce que c'est une aide qui est efficace? Et peut-être de pousser davantage sur la question des politiques gouvernementales. Encore une fois, vous êtes avancé, vous avez donné des informations à ce sujet. Est-ce que vous sentez, sur le plan politique, une grande unanimité ou est-ce qu'on peut déjà voir des nuances ou des critiques ou des visions différentes s'exprimer à l'intérieur des pays où vous vous situez? Donc, Corentin, peut-être? Ok, d'accord, je commence. Alors, concrètement, les gens qui aident, que ce soit à la frontière ukraino-hongroise et dans les gares, ce sont les grandes organisations classiques, c'est la Croix-Rouge, c'est l'Ordre de Malte, c'est Caritas, et ensuite il y a toute une myriade de petites ONG, mais l'acteur principal, sont les églises catholiques et réformées. Qui travaillent en coopération avec le gouvernement. Donc, en vrai, les églises sont reconnues, certaines églises sont reconnues par l'État. Elles reçoivent des subventions de l'État et ils travaillent ensemble. Donc, en fait, c'est l'État qui délègue un peu aux communautés religieuses l'accueil des réfugiés. Voilà. Ensuite, il y a toute une myriade de petites initiatives, de la simple page Facebook à la start-up qui met en place un logiciel pour que les gens arrivent pour faire l'interface entre les gens qui ont besoin d'un logement et les gens qui ont une chambre libre, par exemple. Voilà, ce genre de choses. Donc là, on tient plus c'est plus l'aide avec des bouts de ficelle. Et sinon, voilà, il y a évidemment le HCR des Nations Unies, le Haut Commissariat aux réfugiés qui est à la frontière. Et qu'est-ce qu'il fait? Il compte essentiellement les gens qui entrent. C'est à eux qu'on doit les statistiques. Il y a Médecins sans frontières qui est là-bas sur place et qui essaye d'alerter sur le fait que finalement, il y a peu de moyens engagés malgré les grands discours et que si on doit faire face vraiment à une vague subite telle que je la décrivais, une vague hypothétique telle que je la décrivais avant, on court à la catastrophe parce que les États ne sont pas prêts, aucun, dans les pays limitrophes. Voilà, ça c'est Médecins sans frontières qui le dit. Voilà un peu pour les différentes organisations. Je peux laisser Patrice compléter là-dessus, puis ensuite on reviendra peut-être sur
Oui, donc pour ce qui est de la Pologne, c'est assez similaire pour ce qui est justement de l'aide qui est déployée sur place. Aussi, à la frontière, on a des ONG comme la Croix-Rouge, comme Caritas Pologne, le HCR. L'aide aussi repose, comme on le disait, beaucoup sur les bénévoles. Et en Pologne aussi, l'aide beaucoup aussi repose sur les municipalités qui ont dû, par exemple, établir une liste d'endroits dans les villes euh, où loger justement les potentiels réfugiés qui étaient en fait la liste avant le conflit. Donc, c'était des lieux, par exemple, comme les gymnases d'école, des centres culturels, des endroits, en fait, des endroits municipaux, en fait. Donc, c'est surtout les municipalités, pour l'instant, qui doivent gérer ce drame humanitaire. Et comme je le disais, elle commence à être débordée, donc l'action de l'État est sollicitée en fait par beaucoup. Et donc, je pense que Corentin a pas mal aussi répondu du côté des ONG, c'est assez similaire en Pologne de ce côté-là. Et pour ce qui est des réactions politiques, alors l'unanimité, ça ne peut pas exister en Hongrie. En Pologne, c'est difficile, mais je vois même que les Polonais ont remisé à plus tard la guerre polonaise pour se consacrer à l'accueil des réfugiés à la situation en Ukraine, ce qui n'est pas rien. La Hongrie, elle est dans un contexte électoral. Il y a des élections le 3 avril. Donc, évidemment, la guerre en Ukraine rebat toutes les cartes et est vraiment au cœur de la campagne électorale. Pour le moment, entre le gouvernement de Viktor Orban et l'opposition, on se déchire sur le fait de faut-il ou non envoyer des armes ou laisser des armes transiter par le territoire hongrois pour arriver en Ukraine. Le gouvernement Viktor Orban dit non, il faut rester à tout prix en dehors de cette guerre, ce qui n'est pas la position de l'opposition qui se dit prêt à suivre l'OTAN si elle venait un jour à décider d'intervenir dans le conflit. Là, on est vraiment dans un jeu politique, mais sur la question de l'accueil des réfugiés, pour le moment, il n'y a pas de... Il y a une unanimité pour dire qu'il faut, il faut les accueillir, il faut aider les gens qui veulent transiter à transiter, il faut accueillir à plus long terme ceux qu'on va accueillir à plus long terme. De toute façon, l'émotion en Europe et au-delà est tellement intense encore à l'heure actuelle qu'il est impossible d'aller à l'encontre de cette idée de la main tendue et de l'accueil. Je dis qu'on en reparlera dans quelques semaines ou quelques mois. Voilà. C'est vraiment les pays de l'Europe est mise à l'épreuve à long terme. Et là, on est vraiment juste au début. Donc, il faudra, voilà, ce qui est valable aujourd'hui et ce qui sera valable dans quelques semaines, j'en suis pas sûr du tout. Surtout qu'il y a aussi une autre dimension qu'il faut aborder, c'est que l'Europe centrale notamment et jusqu'à l'Allemagne lorgne sur la main-d'œuvre ukrainienne avec avidité. L'Europe centrale manque de main-d'œuvre, la population diminue en Europe centrale en raison de la faible natalité et surtout de l'émigration vers les pays de l'Ouest. Si je prends le cas de la Hongrie, beaucoup de jeunes Hongrois sont partis travailler pour des meilleurs salaires à l'Ouest. Il y a une pénurie de main-d'œuvre et la main-d'œuvre ukrainienne est très, très prisée. La Pologne a évidemment a été le pays le plus en avant dans cette politique et plus d'1 million de travailleurs ukrainiens sont déjà présents en Pologne. Les Tchèques ont aussi une politique pour essayer de capter cette main-d'œuvre assez solide. Les Hongrois, beaucoup moins du fait de, voilà, comme je disais, de la langue, de la faiblesse des liens culturels. Mais il y a évidemment, et sans parler de l'Allemagne, qui serait très intéressée par des travailleurs ukrainiens. Donc en fait, il va y avoir entre ces pays aussi une compétition pour accueillir les travailleurs. Alors pour le moment, on n'en est pas là puisqu'il y a la conscription qui empêche les hommes de sortir du pays. Ce qu'on voit déjà, c'est que voilà, les femmes ukrainiennes qui travaillent souvent dans les services à la personne en Pologne et sont très demandées, souvent avec beaucoup d'abus d'ailleurs, sans parfois de contrat de travail, mais ça, Patrice le dira mieux que moi.
on voit déjà des cas de trafic, de trafic humain. Il va y avoir, je pense, beaucoup d'abus au niveau de cette main-d'œuvre qui peut être exploitée dans les pays où elle va être reçue. Donc, il va falloir être très vigilant sur ce point. Et je laisse la parole au suivant. Merci. Est-ce que Patrice, vous vouliez rajouter quelque chose sur la dimension politique en Pologne? En fait, je voulais ajouter un élément sur justement la main-d'œuvre en fait, ukrainienne. Donc, toutes ces personnes, toutes ces femmes qui viennent en Pologne, c'est justement une potentielle main-d'œuvre qui pourrait être mobilisée. Mais en même temps, cette main-d'œuvre, elle est très incertaine parce que combien de temps ces gens vont rester en Pologne? Est-ce que la guerre va finir bientôt? Donc, c'est vraiment toute cette inconnue qui demeure. Et c'est la question des hommes qui sont partis en Ukraine combattre. On parle d'environ 80 000 Ukrainiens qui vivaient en Pologne, qui sont repartis en Ukraine. Donc, c'est tous des gens qui faisaient partie de la main-d'œuvre en Pologne. Beaucoup de gens qui étaient dans le secteur de la construction, par exemple, qui laissent des emplois vacants. Donc, à la fois, on a une main-d'œuvre qui arrive, mais en même temps, on a beaucoup d'emplois à combler dans ce secteur, aussi du transport. Beaucoup d'Ukrainiens qui étaient conducteurs, par exemple, de poids lourds, qui sont repartis en Ukraine. Donc, c'est un double défi pour ce qui est de la Pologne. Pour la Hongrie, je ne pourrais pas dire si… Je ne sais pas si, Corentin, tu sais un peu à quel point on attend cette main-d'œuvre ou pas, ou est-ce que les Ukrainiens vont s'intégrer dans le marché de l'emploi, mais en tout cas, pour ce qui est de la Pologne, clairement, c'est des questions incertaines. Je suis désolé s'il y a du bruit en parallèle, c'est qu'il y a le réparateur de lessive qui est là à l'appartement. Bref, désolé. Pas de souci. Merci beaucoup. Je passe à une question suivante. Vous avez parlé, et on a quand même eu, grâce à vous, entre autres, un traitement de cette question dans les médias ici au Québec, très certainement, sur le traitement différencié entre les réfugiés d'origine ukrainienne et les réfugiés d'origine africaine ou moyen-orientale, avec une discrimination entre les deux. On a une question ici qui demande est-ce que justement cette conscientisation du sort des réfugiés d'origine ukrainienne pourrait-elle pas changer, dans une perspective très optimiste, si justement cette perspective, cette empathie envers des réfugiés qui normalement, c'est ça, étaient davantage discriminés d'origine africaine, moyen-orientale, est-ce qu'ils ne pourraient pas donc bénéficier, si on veut, d'une empathie de façon générale, ou au contraire, est-ce qu'on ne pourrait pas assister dans un contexte où l'accueil deviendra plus difficile à cause du nombre, à cause des défis que ça pose, créer encore davantage de discrimination ou de différences de traitement? Est-ce que vous sentez, percevez déjà une tendance s'inscrire dans un sens ou dans l'autre? Pour ce qui est de la perspective polonaise, en fait, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'avant justement le conflit en Ukraine, en Pologne, il y avait une autre crise humanitaire, cette fois à la frontière polono-biélorusse. Comme le mentionnait justement Luna, depuis septembre, depuis septembre 2021, Alexandre Loukachenko appliquer une pression migratoire, disons, en invitant, on peut dire, des réfugiés venant d'Afrique et du Moyen-Orient et en les utilisant un peu comme pression migratoire. Donc, ces gens venaient au Bélarus et ensuite essayaient de passer en Pologne. Mais en fait, ce qui se passait, c'est que la Pologne, de son côté, les frontières, appliquait une machine à refoulement implacable. Donc, tous ces gens qui pensaient pouvoir passer en Europe de l'Ouest se faisaient flouer par le régime biélorusse, mais en fait, se faisaient renvoyer côté biélorusse dans le froid, dans des conditions parfois atroces. Il y a eu, on ne connaît pas le nombre de victimes au total, mais on parle de de plusieurs dizaines de morts, de personnes qui sont mortes de froid, de faim dans des forêts à la frontière polono-biélorusse. Donc, cette situation de réfugiés qui passaient du côté de la frontière polono-biélorusse en comparaison avec la crise à la frontière polono-ukrainienne,
ça en dit beaucoup, je pense, sur le traitement différencié des réfugiés en Pologne. Donc, est-ce que cette situation en Ukraine pourrait faire changer les regards? Pour le moment, je pense que le traitement différencié demeure, en tout cas entre ces deux situations, et clairement, le gouvernement polonais, de son côté, a quand même un regard très différent en ce qui a trait aux réfugiés qui arrivent via la frontière polono-biélorusse et la frontière ukrainienne. Donc, pour l'instant, je ne vois pas vraiment de regard qui pourrait changer de ce côté-là. Oui, pour compléter ce que disait Patrice avec ce à quoi je suis d'accord, je dis quand même la vertu quand même première de ce qu'on vit actuellement, c'est que ça montre que quand on veut, on peut. Quand on veut accueillir, on peut accueillir. Et je pense que c'est vraiment la leçon principale et qui doit guider toutes les autres. Parce qu'en fait, bon, est-ce que les gens vont subitement abandonner leurs préjugés vis-à-vis de gens qui viennent de plus loin ou quoi je ne pense pas. Mais à la limite, c'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est que voilà, quand on veut, on peut. Et la prochaine fois, si on veut le faire, on pourra le faire. Et si on le fait pas, c'est pas parce que, comme on a pu l'expliquer pendant la crise des réfugiés de 2015 ou à l'automne dernier, selon l'épisode que rappelait Patrice, c'est pas parce que l'Europe centrale serait viscéralement raciste, xénophobe. On a beaucoup mobilisé l'histoire et la culture pour expliquer que ces gens ne pouvaient pas accueillir. Enfin, oui, il y a une dimension comme ça. Certes, les histoires historiques avec l'ouest de l'Europe ou le Canada sont tout à fait différentes. Les histoires de ces pays sont tout à fait différentes, mais enfin, ce qui a fait la différence, c'est surtout qu'il y a des gouvernements en place qui ont dit c'est pas possible, on ne le fera pas, et qui en plus non seulement ne sont pas contentés de dire on n'accueillera pas ces réfugiés qui ne sont pas des réfugiés, qui sont des migrants et des profiteurs, c'est on va se servir sur le dos de la bête en capitalisant politiquement parce qu'on pense que ça peut être bon pour, voilà, en créant une figure de l'ennemi et en s'érigeant comme protecteur face à un ennemi imaginaire. Alors que quand bien même les 95% des populations sur place n'avaient jamais ne croisaient pas de migrants, de réfugiés ou quoi que ce soit. Donc voilà, pour moi, c'est la leçon principale de cette crise, c'est que c'est avant tout une affaire politique et s'il y a des bonnes volontés politiques, ensuite, les gens sur le terrain suivent et accueillent les gens. Comme j'ai dit, à Budapest, les Africains que j'ai vus arriver ont été accueillis dans les mêmes conditions que les Ukrainiens. Et c'était une différence énorme par rapport à 7 ans, plutôt tout simplement parce que le grand chef Viktor Orban avait dit il faut accueillir les gens. Voilà. Donc voilà, je pense que cette volonté politique est bien plus déterminante que voilà, les pseudo-freins culturels ou historiques qu'on a toujours mis en avant quand il s'agissait de l'Europe centrale ces dernières années. Merci de faire la différence. Je suis ravie. J'ai une petite chose à ajouter, si je peux. Bien sûr. C'est que moi, je remercie la personne qui a posé cette question et je pense qu'on a besoin de cet optimisme parce qu'on a besoin d'imaginer comment on pourrait faire les choses autrement. Les frontières sont violentes, les frontières sont racistes par définition, ce sont des mécanismes de filtration, ce sont des mécanismes filtres qui servent à discriminer, à dire « OK, tu peux rentrer, tu ne peux pas rentrer ». Pendant longtemps, on s'est posé la question, est-ce qu'on trouve un racisme à la frontière? Maintenant, aujourd'hui, l'effet que, par exemple, la minorité rome ne peut pas sortir du pays, a beaucoup d'obstacles à sortir du pays, malgré le fait qu'ils sont des citoyens ukrainiens. Je pense que ça démontre jusqu'à quel point ici, on parle comment cette frontière au moins, mais en général, les frontières sont racistes. Alors, moi, je pense, pour répondre à la question, que cette circonstance, cet événement peut nous faire prendre conscience de jusqu'à quel point la discrimination raciale fait partie des politiques des frontières européennes de nos jours. Et je pense qu'une fois qu'on accepte ces faits, c'est seulement à ce moment-là qu'on peut commencer à les challenger et à proposer des solutions à ça. Alors,
Oui, je pense si on veut, on peut y arriver. Je remercie la personne qui a posé cette question. Merci. Magdalena, est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? On a le temps pour une dernière question. Allons-y. Parce qu'on a parlé des enjeux eux-mêmes, et on a la chance d'avoir 2 journalistes qui nous ramènent de l'information régulièrement. Et je crois qu'il y a des gens qui sont curieux de savoir comment vous vivez comment vous parvenez à faire votre travail. Je serais intéressé, enfin, j'aurais tendance à vouloir laisser la question un peu large, comme ça, par curiosité, pour laisser répondre qu'est-ce que vous voulez sortir. Mais la personne soulignait plus particulièrement la question de l'enjeu de faire face à la détresse des personnes que vous rencontrez sur le terrain. Mais je vous laisse répondre comme bon vous semble à cette question. Vous allez, Corentin? C'est sûr que humainement, c'est sûr que c'est difficile d'être à la fois un peu, porter le chapeau de journaliste qui doit témoigner de ce drame, mais à la fois d'être face à ces personnes qui vivent des traumatismes et une détresse. Donc, je pense que c'est effectivement, moi, c'était surtout difficile les premiers jours, je pense, de vraiment faire face à tout ce désespoir. C'est tellement arrivé aussi de manière un peu inattendue. On savait que la menace planait, que l'Ukraine pouvait être envahie, mais c'est tellement arrivé un peu de manière violente et on ne pensait pas que l'Ukraine entière allait être envahie. Donc, je pense que ce double effet un peu d'être choqué par la situation et de vraiment voir en fait que c'est du concret, en fait, que ces gens qui attendent dans la gare à la frontière polonaise, qui sont couchés sur le sol froid et qui attendent leur train pour repartir après plus à l'ouest, c'est des gens qui la veille travaillaient au magasin, qui travaillaient à Kiev, qui travaillaient dans différentes villes, qui vivaient une vie totalement banale. Et du jour au lendemain, ils se retrouvent à devoir fuir les bombardements. Donc, je pense que oui, c'est difficile humainement de faire face à ce genre de situation. Puis après, je pense que c'est pas qu'on s'y fait, mais je pense qu'on se construit une certaine carapace ou qu'on essaie de continuer malgré cette détresse à laquelle on fait face. Mais c'est vrai que oui, ça a été assez difficile, je pense, sur le plan humain de voir tout ça, en fait, défiler tellement violemment, je pense. Donc, Et pour ma part, quand il se passe des catastrophes ou des événements extraordinaires, professionnellement, pour un journaliste, c'est excitant, il faut quand même le dire. Parce qu'il y a des super histoires à raconter, il y a des choses fortes, on sait qu'il va y avoir des lecteurs qui vont s'y intéresser. Ça, c'est indéniable et il ne faut pas le cacher. Alors ensuite, évidemment, sur le terrain, c'est comme disait Patrice, c'est souvent difficile quand on tourne le micro aux gens et qu'une femme commence à pleurer ou qu'elle n'arrive plus à parler parce qu'elle raconte qu'elle vient de laisser son mari, ne sait pas s'il le reverra un jour. Là, c'est difficile de poursuivre l'interview dans ces situations-là. Et ça, c'est certain. Ensuite, je veux quand même souligner qu'il y a aussi, dans ces situations de crise, il y a énormément d'humanité et aussi de belles histoires, de belles rencontres qui se font et qui sont aussi des sources d'optimisme et qui font que aussi ce sont des moments assez mémorables pour les journalistes, pour les bénévoles. J'oserais dire pour les exilés eux-mêmes, mais ça, je ne peux pas me permettre de le dire à leur place. Mais par contre, ce que je peux témoigner, c'est que vraiment,
c'est pas que des drames, c'est des situations qui sont difficiles, mais c'est aussi. Là, je vais prendre plutôt l'exemple de 2015, quand les Syriens et les Afghans arrivaient par milliers à la frontière sud de la Hongrie et mettaient le pied dans l'Union européenne. C'était l'été, il faisait super beau, les gars étaient en short et en lunettes de soleil, ils étaient souvent en groupe de copains du même village qui étaient partis ensemble. Ils vivaient évidemment une situation difficile, mais ils avaient 20 ans et ils allaient vers l'avenir. Ils allaient avec la foi d'aller vers un avenir meilleur, on va arriver en Allemagne. Et il y avait une espèce d'énergie et d'optimisme qui était assez saisissant, parce que nous-mêmes, on se disait, mais enfin, est-ce qu'ils se rendent vraiment compte de ce qui les attend là-bas, qui peut-être qui vont être très déçus, etc. etc. Et en fait, donc, il y avait, derrière la tragédie, il y avait aussi énormément d'énergie et d'optimisme. C'est ça que je veux dire aussi, qui est plus difficile à voir avec les femmes ukrainiennes, où c'est souvent voilà, des mamans avec des enfants et pas trois copains du village ensemble qui font la route vers un avenir meilleur, ou en tout cas le pensent-ils. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Tout n'est pas que tragédie non plus dans ces situations. Merci beaucoup. Oui. Si j'ai une minute pour ajouter, en fait, pour ce qui est de l'aspect, la perspective journalistique aussi, je pense que, je ne sais pas pour toi, Corentin, mais on est journaliste, mais aussi on est aussi humain, on vit dans ce pays, donc on est aussi confronté aussi aux mêmes réalités. Moi, par exemple, on a hébergé des gens chez nous récemment, donc on fait face un peu aux mêmes situations que tous les citoyens polonais, donc forcément, on vit cette situation comme journaliste, mais aussi comme acteur, on peut dire. Donc, c'est un peu des fois, comment on peut dire ça, c'est un peu saisissant de vivre un peu cette histoire-là en tant qu'acteur aussi. Je pense que c'est important de le souligner. Puis des fois, on n'a pas le choix non plus d'aider ces gens-là. Par exemple, on finit une interview avec cette personne. Tu vas en Allemagne, tu vas à Prague, je vais te passer le contact d'un ami qui pourrait éventuellement te guider là-bas. Donc, c'est aussi, je pense que c'est aussi cet aspect-là. On n'a pas le choix non plus humainement, on n'a pas le choix de soutenir, d'apporter une certaine assistance quand on peut. Dans ces situations-là. Au-delà de témoigner, je pense que c'est aussi important de rester humain face à tout ça. Parfaitement d'accord. Merci. Juste avant de passer la parole à Magdalena, je veux juste en profiter comme ancien journaliste, mais aussi surtout comme lecteur maintenant, de vous remercier d'assurer ce service essentiel qui est l'information dans ces moments dramatiques mais historiques. Merci. Oui, merci. Donc, pour terminer, je vais enchaîner sur ces remerciements de Jean-Frédéric. Je rappelle que vous pouvez suivre la situation en lisant les articles de nos invités. Donc, Patrice Sénécal, qui travaille comme journaliste indépendant, il est correspondant pour Le Devoir et Libération en Pologne, et Corentin Léotard, qui est rédacteur en chef de Courrier de l'Europe centrale et aussi correspondant en Hongrie pour La Croix et Mediapart. Donc, merci beaucoup pour le temps, merci beaucoup pour votre engagement comme journaliste, comme observateur, mais comme vous venez de témoigner aussi comme acteur. Merci énormément pour avoir répondu aux questions du public aussi. Désolée au public si on n'a pas pu prendre toutes vos questions, mais j'espère qu'on a quand même couvert le sujet jusqu'à un certain point. On recommencera d'autres tables rondes et je tiens à remercier bien entendu ma collègue Luna Vives, qui est notre experte sur les migrations et les réfugiés, surtout en Europe, qui est professeur de géographie à l'Université de Montréal et chercheur du Cerium. Et c'est au nom du Cerium que je vais remercier tout le monde. Merci beaucoup et à la prochaine. Malheureusement, on est là, je pense, pour longtemps. Ouais.
Merci beaucoup à tout le monde. Merci Jean-Frédéric et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.